Il y a quelque temps, il y a un membre de mes formations qui m'a demandé plus d'informations sur le pacte d'actionnaires et la fiducie sûreté. Alors, c'est des notions qu'on voit en DCG, on peut aussi les retrouver en DSCG, et j'ai décidé d'en faire un cours spécial, une vidéo dédiée, pour en profiter non seulement pour rappeler les termes, réexpliquer qu'est-ce que c'est, mais aller un petit peu plus loin, donner un cours plus évolué, plus précis, plus en profondeur, pour vraiment détailler ces systèmes-là, pour que soit tu comprennes bien, soit ça puisse aussi te donner des idées pour ton mémoire de DSCG. Ce cours, il est un petit peu spécial parce que, à la fin, il contient une partie sur comment on utilise ces mécanismes dans la vie professionnelle, donc ça va te servir dans ton métier, et puis aussi, évidemment, comment se comporter face à de telles clauses lorsqu'on les voit en examen. Parce que le but premier, c'est d'abord de réussir l'examen et après réussir sa vie professionnelle. Donc, ces deux cours-là, je te les mets aussi en disponible sur YouTube. Et si toi aussi, tu veux rejoindre les membres de mes formations et avoir tous les cours en PDF, en audio, en vidéo, mais aussi avoir la possibilité de demander comme cela du cours supplémentaire pour approfondir n'importe quoi, quoi que ce soit, et en plus, si tu veux qu'on revoie ensemble des exercices que tu n'arrives pas à comprendre, je te laisse cliquer dans le lien dans la description pour nous rejoindre. Chapitre bonus, la fiducie sûreté. Premier point, la définition de la fiducie sûreté. Alors la fiducie sûreté, c'est un contrat où tu transfères temporairement la propriété d'un bien à un fiduciaire pour garantir une dette. Le fiduciaire, il gère ce bien en toute indépendance, puis il le rend ou bien il le vend selon les conditions prévues. Ça te permet d'apporter une garantie solide au créancier parce que le bien, il sera vraiment séparé du patrimoine de l'emprunteur. C'est-à-dire que, imagine que tu possèdes un local commercial. Tu peux le mettre en fiducie pour garantir un prêt, ce qui va quand même sacrément rassurer la banque. Parce que si le débiteur ne rembourse pas, eh bien le fiduciaire, il peut utiliser le bien pour payer le créancier, soit en le vendant, soit en l'affectant directement au remboursement. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour rembourser. Ça se passe selon la clause de fiducie, selon ce qui a été décidé dans le contrat. L'idée, c'est que le bien qui a été confié au fiduciaire, il est à l'abri d'éventuelles saisies par d'autres créanciers. Et ça, c'est un avantage par rapport à d'autres sûretés parce que ça rend la garantie plus efficace en cas de liquidation. Supposons que tu sois propriétaire d'une petite voiture de collection. Tu signes une fiducie sûreté avec une banque pour obtenir un prêt. Tant que tu rembourses, tout va bien. La voiture, elle reste gérée par le fiduciaire. Mais si tu ne peux plus payer, eh bien le fiduciaire, il va soit vendre la voiture, soit l'attribuer pour rembourser le prêt, c'est-à-dire la donner à celui à qui tu dois de l'argent. Et donc, ce mécanisme-là va éviter que d'autres créanciers viennent s'en mêler et viennent essayer de récupérer la voiture aussi. Point suivant, les différents acteurs de la fiducie sûreté. Alors d'un côté, tu as le constituant, qui est la personne qui met le bien en fiducie. Et de l'autre, tu as le fiduciaire, qui reçoit temporairement la propriété du bien. Et enfin, tu as le bénéficiaire, qui est celui qui va profiter de la garantie. En général, c'est le créancier. Le fiduciaire, il a une mission à respecter pour protéger les intérêts de tout le monde. Et il doit gérer le bien selon des règles qu'on a fixées dans le contrat. Donc en fait, tu vas parfois voir que la banque, elle est aussi fiduciaire, mais en vrai, ça dépend des montages que tu fais. Tu dois bien noter que le fiduciaire, il a une responsabilité civile et pénale. Si jamais il abuse de sa mission, il peut être sanctionné. Il n'a pas le droit d'utiliser le bien comme bon lui semble, notamment. Parce que il en est propriétaire qu'à titre de garantie. C'est-à-dire que
c'est une garantie temporaire, une garantie encadrée, ce qui va vraiment différer de la vraie propriété où tu peux faire tout ce que tu veux, enfin presque tout ce que tu veux avec le bien. Là, c'est pas le cas avec un fiduciaire. Et donc ça, c'est une précision qui fait la différence entre un gage ou une hypothèque. Si tu es chef comptable dans une société qui va mettre un brevet en fiducie, la société, elle est le constituant et le fiduciaire, ça peut être une filiale qui a été créée spécialement pour ça. Et du coup, en cas de défaut de paiement, la filiale, elle peut vendre le brevet pour rembourser la dette de la société principale. Et toi, en tant que comptable, tu dois veiller à la bonne comptabilisation de cette opération et au risque si jamais un dirigeant il pioche dans cette filiale à d'autres fins. C'est-à-dire que s'il va aller dans la filiale pour essayer d'utiliser le brevet ou essayer de le revendre. Point suivant, les avantages de la fiducie sûreté. Alors le premier gros atout, c'est la séparation patrimoniale. Le bien qui est transféré en fiducie, il échappe totalement aux autres créanciers du constituant, ce qui va renforcer la garantie pour le créancier bénéficiaire. Et le deuxième avantage, c'est la flexibilité. Tu peux définir très précisément dans le contrat quels sont les pouvoirs du fiduciaire, comment le bien peut être géré ou vendu et comment les produits de la vente vont être répartis. C'est aussi une sûreté qui rassure beaucoup les banques parce qu'elles savent que si tu ne paies pas, le fiduciaire il peut réaliser le bien rapidement, en gros le vendre, contrairement à une hypothèque ou à un nantissement, là, ils n'auront pas forcément besoin d'avoir une longue procédure de saisie. Donc en fait, ça va être plus rapide. Et puis ça peut te permettre d'obtenir un financement plus conséquent ou des taux plus intéressants parce que du coup la banque, elle se sent plus en sécurité. Imagine que tu veuilles acheter des machines pour développer l'activité. La banque, elle hésite à te prêter de l'argent. Mais si tu mets une garantie solide, là, ça va l'aider à te débloquer plus de sous. Donc, tu crées une fiducie sûreté en lui transférant temporairement la propriété, par exemple, de ton immeuble. Et dès que tu rembourses, l'immeuble, il revient dans ton patrimoine. Et tout ça sans passer par des formalités complexes ou par un juge. Point suivant, les limites et les contraintes de la fiducie sûreté. Alors même si c'est pratique, la fiducie sûreté, elle a des contraintes. D'abord, c'est un acte juridique. Il faut qu'il soit rédigé avec soin. Et si les clauses elles sont pas claires, tu peux avoir des conflits entre le fiduciaire, le constituant et le bénéficiaire. Donc, c'est vraiment primordial de détailler la durée de la fiducie, ce qui se passe en cas de remboursement anticipé et les pouvoirs exacts du fiduciaire. Ensuite, tout le monde ne peut pas être fiduciaire. Par exemple, seules les personnes morales spécialement habilitées, comme une banque, un avocat ou une société de fiducie, peuvent exercer cette fonction. Et puis, il y a le coût de la complexité administrative parce que ça exige quand même une publicité dans certains cas et puis la tenue d'une comptabilité qui est séparée pour le patrimoine fiduciaire. Donc, quand on regarde de plus près, ça peut quand même être un peu lourd à mettre en place alors qu'une simple caution, ce serait plus rapide. Si toi, tu es le chef comptable de la société et que la société, elle veut créer une fiducie pour garantir un emprunt, faut que tu fasses attention aux conséquences comptables. Tu vas peut-être avoir à tenir deux comptabilités, celle de la société et celle du patrimoine fiduciaire. Puisque il faut bien distinguer les flux financiers. Et puis, il va aussi falloir prouver que le bien il n'est plus dans le patrimoine de la société. Point suivant, les aspects spécifiques pour un chef comptable. En tant que chef comptable, toi, tu dois d'abord savoir comment enregistrer la sortie d'un bien qui part en fiducie. Parce qu'en fait, il disparaît pas totalement des comptes. Mais il l'est quand même plus dans le patrimoine de la société constituante. Donc en fait, tu dois créer un suivi particulier pour retracer les flux financiers qui sont liés à la fiducie, surtout si la gestion du bien elle génère des revenus. Et tu dois également vérifier les engagements hors bilan parce que la fiducie sûreté, ça peut constituer un passif potentiel. Si jamais il y a un audit,
Il y a un commissaire aux comptes qui peut demander à voir le contrat de fiducie sûreté pour vérifier la régularité du montage et s'assurer que ça ne va pas cacher d'autres opérations. Et donc là, ton rôle, c'est de t'assurer que les clauses prévues, comme la possibilité de vendre le bien en cas de défaut, sont bien cohérentes avec la réalité économique et la législation comptable. C'est important parce que, en cas de contrôle fiscal, tu dois prouver que le transfert de propriété, il est réel et pas fictif. Et si la société, elle loue le bien fiduciaire à un tiers, eh ben, tu dois vérifier à qui va revenir le loyer. Parce que si selon le contrat, c'est le fiduciaire qui encaisse pour rembourser progressivement la dette, dans ce cas-là, tu ne peux pas enregistrer le loyer dans la comptabilité de la société. Parce que ça serait incohérent. Et dans ce cas-là, le fisc, il risquerait de te le reprocher. Point suivant. Les conseils pour l'examen du DSCG. Alors, si tu tombes sur un cas pratique de fiducie sûreté, insiste sur la différence entre la fiducie et d'autres formes de sûreté comme l'hypothèque ou le nantissement. Souligne, explique, le mécanisme de transfert temporaire de propriété, la comptabilité séparée et l'opposabilité au tiers. Rappelle-toi que c'est un contrat qui doit être précis, notamment sur la désignation du fiduciaire et ses pouvoirs. Et met en avant la sécurité renforcée pour le créancier qui est liée à la séparation patrimoniale. Tu dois aussi expliquer l'impact comptable. La société constituante, elle perd provisoirement la propriété du bien. Donc, ça bouge au niveau des actifs et des engagements. Et n'oublie pas de mentionner l'imposition de la plus-value potentielle si jamais il y a une cession du bien fiduciaire. Notamment si le fiduciaire y vend le bien pour rembourser la dette. Et puis enfin, un conseil important, rappelle-toi les limites légales sur le choix du fiduciaire parce que tout le monde ne peut pas faire office de fiduciaire. Le mot-clé, c'est vraiment la sécurité juridique et financière pour toutes les parties. Si on te demande de construire une fiche sur la mise en place de la fiducie sûreté pour un actif important, par exemple des machines industrielles, eh bien tu dois expliquer clairement que l'entreprise constituante, elle transfère la propriété des machines au fiduciaire et que la banque est le bénéficiaire et que si l'entreprise elle paie pas, le fiduciaire peut vendre les machines et les attribuer pour rembourser la banque. En fait, présente ça comme un montage légal solide qui réduit les risques de mauvaises surprises pour le créancier.